Je vais inviter nos intervenants pour la table ronde à venir nous rejoindre. Donc, Monsieur Michel Laforcade, Monsieur Roger Gilles et Madame Stéphanie Gonzalez. Et je vais laisser la main à Stéphanie pour présenter les intervenants par la suite. Bonjour à toutes et tous. Avant de démarrer notre sujet, je vais prendre quelques instants pour vous présenter les intervenants. Donc, je vais commencer avec le professeur Roger Gilles. Vous êtes neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie et doyen honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Outre votre exercice hospitalier, vos missions d'enseignement-chercheur ont été partagées entre la neurologie et la bioéthique. Vous avez présidé dès 1984 le comité d'éthique médicale du CHU de Poitiers avant de diriger l'espace de réflexion éthique régional. Il faut me couper si je dis des... Vous avez introduit l'enseignement de la bioéthique dans votre université avant de l'étendre aux étudiants en sciences politiques et à la formation continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les grandes questions de bioéthique au XXIe siècle dans le débat public. Michel Laforcade, vous êtes ancien directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'un DEA en droit public fondamental et en droit de la santé, ancien élève de l'École nationale de la santé publique. Vous avez exercé en tant qu'inspecteur à l'ex-direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Landes en 1979, puis à celle de la Charente. Voilà. Et nous voilà pour ce grand sujet qui est la relation d'humanité au sein des projets de coopération culture et santé. Alors, juste dire deux mots. Je trouve qu'à la lecture de ce titre, plusieurs termes résonnent à l'endroit des projets culture et santé. Nous pourrions les décortiquer un à un. Qu'est-ce qui fait relation ? En quoi cette relation fait humanité ? Et enfin, quels sont les principes d'une coopération ? Qu'est-ce qui fait véritablement un lien dans ces projets ? Donc, nos invités vont aborder ces différents questionnements. Et il nous semblait intéressant de ponctuer ces interventions autour de paroles, de citations, de témoignages qui pourront à la fois nous questionner, nous conforter, nous sensibiliser et nous aider à dessiner, le lieu s'y prête, le sens commun de ces projets. Donc je vous propose, merci Iris, sur les questions de la relation et ce qu'on appelle, nous, donc moi je travaille dans un établissement de santé, on parle beaucoup de la distance relationnelle et je trouvais intéressant ce témoignage d'un infirmier en psychiatrie qui dit « Être présent à l'autre implique de ressentir en partie ses émotions, de les laisser nous pénétrer, de les transformer en les débarrassant des scories et de les restituer d'une façon qui soit pour lui et pour nous acceptable. On ne peut pas y parvenir en se blindant, en tenant à distance nos propres affects. » Et voilà ma première question. Comment oser ces relations dans le cadre de ces dispositifs ? Il faut que vous preniez les micros. Qui commence ? Voilà, alors, être présent à l'autre, ça n'est pas que ressentir ses émotions, j'allais dire de manière fusionnelle. Il s'agit plutôt d'un partage émotionnel. Et ce partage, il est permis par notre capacité empathique. Capacité empathique, en allemand Einfühlung, c'est-à-dire notre capacité à nous projeter dans autrui, à nous transporter dans le vécu d'autrui sans nous confondre avec lui, sans sombrer dans la contagion émotionnelle
parce que pour partager, il faut être deux, au moins. Deux au moins, car le partage, en termes culturels, dépasse la relation duel pour être un partage plus vaste, un frémissement émotionnel collectif, dont par exemple les applaudissements après un spectacle sont le témoignage charnel. La culture, la production artistique mobilise la vie émotionnelle comme une dimension peu commentée de la fraternité. Mais l'émotion culturelle et artistique ne se limite pas au spectateur. Au-delà de lui, elle est aussi un lien avec l'artiste, les artistes, et au-delà d'eux, parfois dans l'ombre, souvent dans l'ombre, le ou les créateurs. Mais si on parle d'émotion, il faut distinguer les émotions exprimées par l'œuvre et les émotions induites par l'œuvre. Je m'explique, une musique triste peut être reconnue comme telle, mais elle n'entraîne pas obligatoirement la tristesse de l'auditeur qui peut goûter à la tristesse de la musique dans des interactions complexes qui peuvent tenir à un partage d'une même tristesse ou aux affects et aux souvenirs que la tristesse de la pièce musicale peut évoquer. Le deuxième mouvement de la première symphonie de Mahler que je vous recommande d'écouter tout à l'heure sur YouTube si vous le voulez, quoi. Alors, ces émotions induites par l'œuvre sont le plus souvent non pas des émotions primitives, mais des émotions dites secondaires. Alors, je m'explique. Les émotions primitives, ce sont les émotions innées, génétiquement transmises. Elles sont universelles, elles sont transculturelles. Combien en a-t-il? 5, 6. Quelles sont celles dont j'aimerais dire à juste énoncer la joie, la surprise, qui joue beaucoup dans le contact avec l'œuvre d'art, mais parfois aussi la tristesse et parfois aussi une petite teinte de peur. Oui, parce que ces émotions primitives, elles sont en quelque sorte le socle à la construction tout au long de la vie de ce que nous appelons en neuropsychologie des émotions secondaires, c'est-à-dire des émotions construites, des émotions qu'on apprend à affiner tout au long de la vie. Ainsi, par exemple, une enquête sur la dénomination des divers types d'émotions musicales effectuée chez une population de sujets de tous âges a permis d'isoler, voyez-vous, 10 catégories émotionnelles qui couvrent des centaines d'émotions. Alors quelques-unes, pour évidemment rester pratique, la nostalgie, ce mélange aigre-doux ou doux-amer, l'émerveillement, les frissons, la fascination, la tranquillité, sérénité, sentiment de paix, la joie, bonheur, détente, euphorie, l'activation parfois. On peut tout à coup s'agiter corporellement devant une œuvre d'art, la transcendance, l'extase, le regard perdu, la dysphorie parfois, un peu d'anxiété, qu'est-ce que ça veut dire? Ce tableau est un peu étrange, et un peu parfois aussi la tristesse. Alors, les émotions le plus souvent ressenties quand on fait des enquêtes sont se sentir relaxé, heureux, joyeux, comme dans un rêve, dynamisé, nostalgique, calme, émerveillé, léger, serein, ému, attendri. Voilà, je pourrais en donner encore bien d'autres. On constate ainsi que les émotions négatives, intenses, comme la colère, la peur, qui sont identifiées dans la musique qu'on entend, ne sont que peu ou pas ressenties par l'émotion musicale. Mystère sur lequel il faut sans doute se pencher et méditer. L'art, comme l'écoute de la musique ou la mise en présence de peinture ou de sculpture, un spectacle de chant, de danse ou de théâtre, sont de puissants inducteurs d'émotions et le demeurent chez les personnes vulnérables. Ces émotions suscitent des représentations mentales qui sont effectivement des facteurs de bien-être et d'épanouissement.
Alors, ces mobilisations émotionnelles, donnons un exemple précis, mais il ne s'agit pas de passer par tous les types de vulnérabilité. Mais chez les malades Alzheimer, ces mobilisations émotionnelles, elles font surgir de manière automatique des souvenirs de vie que l'on pouvait croire perdus. Car les structures cérébrales qui régulent la vie émotionnelle stimulent les structures cérébrales impliquées dans la mémoire et plus particulièrement dans le stockage et le rappel des souvenirs. Nous avons à connaître en neuropsychologie ce couple qui fonctionne au-dessus de nos deux oreilles que nous appelons le couple amygdalo-hippocampique. L'amygdale émotionnelle stimule les hippocampes et font surgir des souvenirs avec leur vécu émotionnel, avec le voyage dans le temps. Même si tout à l'heure, ce voyage sera oublié, nous devons toujours penser que même si nous n'avons pas de thérapeutique, même si nous ne savons pas traiter l'Alzheimer, nous ne sommes pas exonérés d'un devoir, c'est les aider à vivre. Et il faut retrouver ce sens profond de l'accompagnement. Alors, ce ressenti émotionnel induit par l'œuvre d'art construit de manière douce ou fulgurante l'émotion esthétique. Cette expression souffre du singulier, émotion esthétique au singulier, comment oser, à moins qu'on ne le considère que comme l'englobement d'un processus complexe, processus perceptif, car bien sûr, la sensation est toujours première, cognitif, c'est le jugement esthétique qui fait que la sensation induite par l'œuvre d'art entre en résonance avec la dimension qui lui sert de référence. Cette dimension, c'est laquelle? Pour l'éthique, c'est le bien. Pour l'économie, c'est le profit. Et là, la valeur de référence, c'est la beauté. Vous l'attendiez sans doute. Mais enfin, j'ai préféré réserver un peu de suspense. Mais il faut aussi y ajouter le plaisir. J'ai parlé des émotions, mais ajoutons aussi autre chose, le plaisir induit par l'œuvre d'art qui est l'affect mobilisateur de l'émotion esthétique, sa dimension hédonique, ça fait du bien, celle qui lui donne aussi sa dimension appétitive, j'en ai envie, je le désire, celle qui appelle aussi le désir d'autres expériences artistiques et qui, sur le plan cérébral, implique un système extraordinaire que je suis désolé de ne pas pouvoir vous détailler, mais retenez au moins le nom, c'est le système de récompense. Nous sommes mus, portés par notre système de récompense. Ainsi, certaines lésions cérébrales peuvent provoquer ce que nous appelons une anédonie, et notamment dans le domaine de la musique. Comme c'est terrible, comme ce malade qui reconnaissait les émotions portées par la musique. Il savait quand une musique était triste, gaie, entraînante, qui savait reconnaître les émotions portées par les visages, la joie, la tristesse, la colère, la stupeur, qui savait les émotions portées par la parole. Nous n'avons pas besoin de comprendre la langue pour savoir que quelqu'un qui hurle est en colère ou que quelqu'un qui parle doucement est plutôt content. Et pourtant, ce malade, ce musicien, se plaignait de ce que la musique lui paraissait plate, qu'elle n'était plus en 3 dimensions, disait-il, qu'elle ne lui faisait plus rien. L'anédonie musicale abolit ainsi le plaisir esthétique comme les émotions induites par la musique. Oui, la dimension appétitive de l'œuvre d'art tient à la mobilisation de notre système de récompense. Voilà pourquoi l'art peut aussi être une source d'addiction, et une source d'addiction tellement particulière que c'est la seule source d'addiction abstraite, qui ne soit pas concrète, qu'on ne peut pas toucher. La musique tout particulièrement, je vous renvoie à Wagner, mais je ne voudrais pas encombrer votre bibliothèque. La neuropsychologie permet de soutenir que la culture est un droit qui doit demeurer accessible à tous, quelle que soit
leur vulnérabilité, non pas sur de seuls critères rationnels. C'est facile, vous avez les droits d'eux, le droit d'eux, oui, mais surtout sur la capacité à mobiliser les émotions auxquelles que nous avons besoin de ressentir pour donner des couleurs à la vie, et aussi, puisqu'il a été question de partage, pour renforcer le sentiment d'appartenance à une commune humanité. Les émotions partagées sont un facteur d'appartenance, au-delà des modes qui, dans leur diversité, racontent à leur manière la liberté laissée à chacun de vivre ses propres choix culturels. Je pense qu'on peut faire une pause. Petit instant musical. Bien, alors écoutez, invitation donc à parler des émotions qui nous permettent de nous comprendre grâce à l'art. Alors j'ai envie de dire en première intention que pour être un bon professionnel, il faut de l'empathie. Ça a été dit par le professeur Gilles. Il faut de l'affect, je dirais même de l'affection et peut-être de l'amour à l'égard de ceux que l'on accompagne. Dans quelques mauvaises universités de médecine, très très rares bien évidemment, dans quelques mauvais instituts de formation en travail social, tout aussi rares, ou dans quelques mauvaises écoles d'infirmières, on a tendance à confondre la distance et la distanciation. Nous n'avons surtout pas besoin de professionnels qui soient dans la distance. Nous avons juste besoin de professionnels qui soient dans la distanciation pour ne pas se laisser dévorer, bien sûr, par leur métier et par leurs émotions, mais ceci n'a rien à voir. C'est donc d'abord une affaire d'émotion, cette relation à l'autre en difficulté. Une affaire d'émotion, et l'art et la culture sont, par définition, de formidables vecteurs d'émotion. Le général de Gaulle avait coutume de dire: quand les Français vont mal, parlez-leur de la France, c'est-à-dire parlez-leur de leurs rêves, de leurs émotions, de leurs ambitions. Quelqu'un qui ne va pas bien, c'est peut-être l'occasion de lui parler de ses rêves, de lui parler de projets qui sont plus grands que lui. C'est donc peut-être la reconnaissance de cette fonction du rêve par l'art comme facteur de soin. Le rêve, l'art comme facteur de soin. Je ne vous proposerai pas une définition du rêve, il est par définition trop impressionniste et trop vaporeux pour mériter une définition, puis je ne parlerai pas du rêve à côté d'un neuropsychiatre. Simplement, je me contenterai d'imaginer avec vous à quoi peut-on associer le rêve. On peut d'abord l'associer aux utopies, à l'utopie et donc aux îles. Après Platon et son Atlantide, que d'aucuns ont envie de situer du côté de Santorin, peut-être, Thomas More est un peu le père de l'utopie quand il a décrit cette île imaginaire. Utopia, le lieu de nulle part, le lieu par excellence, puisque c'était un lieu sans lieu. Il a d'une certaine façon adopté et consacré un modèle parce que nous avons tous une île ou des îles, ou en tout cas un désir d'île, un désir d'ailleurs qui concentre nos rêves et nos utopies. D'autant plus quand on est malade ou mal portant. Peut-être que le rêve a aussi un rapport étroit avec la poésie. Peut-être l'art suprême, s'il fallait en choisir un, mais chacun peut avoir un avis différent. Ce rêve radical de Rimbaud qui nous disait que la langue ne devrait être qu'une âme qui parle aux autres âmes. Hölderlin qui nous disait que tout homme a besoin d'habiter poétiquement le monde dans lequel il vit.
c'est peut-être encore plus vrai quand on est soi-même en grande difficulté. Et puis j'ai envie aussi d'imaginer que ce rêve a un rapport étroit avec l'humour. La culture, c'est aussi et peut-être surtout l'humour, la dérision, l'autodérision. Romain Gary avait coutume de dire, citation célèbre, que l'humour, c'est la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive, la supériorité de l'homme sur son destin. Peut-être que dans les situations de grande difficulté physique ou psychique, avons-nous besoin de faire le pari de l'humour et de professionnels qui font avec nous quand même le pari de l'humour. Et nous avons plus globalement besoin de professionnels qui ont de l'humour. J'ai envie de dire de professionnels bons vivants, de professionnels qui ont le sens de la dérision, de professionnels qui ont le sens de leur liberté, et donc le sens de la liberté de ceux qu'ils accompagnent. Je n'avais pas une affection particulière pour quelques professionnels que j'ai pu croiser, qui étaient plutôt des professionnels du jeudi saint ou du vendredi saint. Vous savez, ceux qui portent la croix et qui montent le Golgotha, ce n'est pas, je crois, ce dont ont le plus besoin les personnes en difficulté. Nous avons besoin d'émotions, mais nous avons aussi besoin d'émotions à partager. Qui n'aime pas partager un opéra, un tableau, une sculpture, une musique avec ceux qu'il aime le plus? Un bon vin, je ne voudrais pas oublier un bon vin, avec ceux qu'il aime le plus. Maffesoli, le sociologue, avait bien expliqué ça il y a quelques années quand il parlait de ces émotions collectives auxquelles nous avons infiniment besoin de participer. Ces émotions collectives, Woodstock et tout ce qui a suivi Woodstock, ces émotions collectives dans un stade, bien évidemment. Je ne participe pas de ceux qui regardent avec un sourire pincé ces émotions collectives de supporters, parce que nous avons tous besoin, devant un moment artistique, devant un moment sportif, de ces quelques émotions collectives. J'ai eu la chance la semaine dernière d'être invité pour être parrain. Quand on commence à vous demander d'être parrain, il faut se poser des questions quand même dans tous les sens du terme. Pour être parrain d'un EHPAD de Saint-Loubès, que je vous invite à aller visiter, dans lequel d'abord le directeur avait organisé la montée du Kilimanjaro. Kilimanjaro, quand même, 5677 mètres, avec une dizaine de professionnels de l'EHPAD qui étaient volontaires. Ils sont presque tous arrivés en haut. Et qui ensuite lancé l'ouverture d'une association, la création d'une association autour de Rêvons Ensemble. Rêvons Ensemble, nous, professionnels, membres de l'EHPAD. Et il a demandé à tous ces résidents de quoi rêvaient-ils. Alors ça commençait par « je rêve d'avoir des œufs frits toutes les semaines ». Je lui dis « mais surtout, c'est interdit par l'ARS, mais ne respectez pas cette interdiction ». Et le papy ou la mamie qui a demandé des œufs frits, donnez-lui tant qu'il en a envie et tant qu'il en exprime le désir. Puis une autre qui était montée sur l'estrade aussi, qui avait demandé de faire un tour en montgolfière. Et l'EHPAD s'est arrangé pour qu'elle puisse faire un tour en montgolfière. Alors je vous disais ça parce que j'ai croisé à cette occasion la marraine, le parrain et la marraine, cette célèbre chirurgienne en gynécologie, qui est aussi chanteuse, et qui donc endort ses patientes en chantant. Je peux vous dire qu'on se rend compte que l'émotion partagée, ça a du sens, y compris au moment de l'acte de soin. Mais partager ces émotions devient de plus en plus difficile, me semble-t-il. C'est donc une raison de plus pour multiplier les occasions. Nous n'avons plus beaucoup de discours fédérateurs, de discours générateurs d'utopie et de collectif, ce qui fait que l'individu a tendance à se replier sur lui-même et à ne concevoir qu'une utopie individuelle, l'épanouissement du soi et l'épanouissement de soi. On a le sentiment
que ce pouvoir d'être soi-même est de plus en plus corrélé à l'acte d'achat. Le narcissisme du marketing qui nous pousse à l'acte d'achat est sans borne. Je regardais il y a une quinzaine de jours une marque célèbre qui me disait « Créez une salade qui vous ressemble ». Je me suis dit « Mais c'est une horreur, une salade qui me ressemble. Je n'ai vraiment pas envie d'une salade qui me ressemble. Si je demande une salade, c'est qu'elle doit me surprendre pour prendre la surprise. » Vous savez, c'est quand même inénarrable qu'on nous propose des salades qui nous ressemblent. Une autre entreprise spécialiste des livraisons ultra rapides avait un slogan martial, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Quel narcissisme. Donc le consommateur transformé en petit dictateur qui commande la terre entière depuis son canapé. Ça me semble quand même inquiétant, toutes ces évolutions. Et dans les années 90, le sociologue Alain Ehrenberg parlait de la fatigue d'être soi. Et je crois que faire de nous des compétiteurs permanents qui doivent s'avérer plus efficaces que le voisin nous amène effectivement à travers ce fardeau que nous allons finalement un jour constituer pour nous-mêmes. C'est donc, me semble-t-il, à une révolution de nos affects que nous sommes conviés. Beaucoup disent que nous sommes dans la politique, dans l'ère de l'anthropocène, pour des raisons, pour le coup, écologiques que l'on peut comprendre. Je crois que nous sommes surtout, pour l'instant, dans l'ère de l'égocène, et que ce serait plutôt bien qu'on essaie collectivement d'en sortir, de retrouver le sens de notre dépendance, les uns avec les autres, et les uns pour les autres, et qui mieux que l'émotion artistique partagée peut nous y aider. Merci beaucoup pour vos deux interventions. On voulait continuer sur la question de l'humanité. Il était difficile de ne pas citer Cynthia Fleury, qui dit « Prendre soin de la vie humaine, c'est défendre l'humanité de la vie ». Vaste sujet. Je vous passe la parole. Ah. Voilà, je crois qu'il est sans doute trop simple d'opposer nature pour désigner ce qui est inné et culture pour désigner ce qui est acquis, ce qui est appris. Nature et culture ne sont pas antilogiques, mais sont coextensives car l'être humain est à la fois nature et culture. Quand il a dessiné en noir ou en couleur des animaux sur les murs des grottes qu'il hébergeait, l'homme préhistorique a usé de dispositions naturelles. Il a usé de ses compétences perceptives et motrices qui l'ont conduit à étaler des traits et des couleurs qui sont devenus tout à la fois un projet créatif naturel qu'il a ensuite perfectionné par comparaison avec ses modèles, par la découverte d'une émotion esthétique façonnée par son jugement et par celui d'autrui. Il est probable que ni tous les hommes, ni toutes les femmes ne se sont mises pour autant à dessiner et à peindre, mais seulement certaines et certains d'entre eux. Et si la culture peut être entendue de bien des manières, le sens dont il sera traité ici est bien celui qui va de la culture à l'art. Celles et ceux qui ont consacré leur activité au dessin et à la peinture sont devenus des artistes. L'émotion esthétique qu'ils suscitèrent fut accessible à toutes celles et à tous ceux qui étaient admis dans leur demeure, creusée dans le roc, les membres du clan, de la tribu, et sans doute aussi d'autres personnes, amis ou alliés, compagnons de fortune ou d'infortune. Ce qu'il advint du dessin et de la peinture intéressa bien d'autres dispositions humaines, orientées vers des activités qui n'apparurent pas, à première vue, nécessaires à la survie de l'homme. Le chant, la musique instrumentale, la sculpture,
la fonction du récit qui permet de se raconter, mais aussi de raconter des histoires que l'imagination entraîna vers des mythes, des fables, des contes dont on voulut simuler l'existence par le jeu joué par les acteurs, et c'est ainsi que naquit le théâtre. La gastronomie marque aussi l'adjonction au simple besoin de survie d'un affinement émotionnel, ce que fera aussi la production artistique de l'amour courtois dès le Moyen Âge à l'égard de la sexualité. Ainsi, les activités artistiques ont accompagné toute l'histoire de l'humanité depuis les sociétés dites primitives, ce qui veut dire les plus anciennes, et que l'on devrait plutôt peut-être par courtoisie qualifier de sociétés premières. Comment dès lors comprendre que l'activité culturelle, au sens d'activité artistique, soit indissociable de l'histoire de l'humanité alors qu'elle ne relève pas des besoins biologiques fondamentaux, c'est-à-dire la survie et la défense du territoire? La première réponse qui vient à l'esprit est sans doute que l'être humain ne peut pas se réduire à ses besoins biologiques fondamentaux, il ne peut pas se réduire à ces besoins qui conditionnent sa survie biologique. Alors, sans entrer dans les débats passionnés qui, en Occident, ont concerné l'articulation entre l'anthropologie culturelle et l'anthropologie sociale, discours sur l'homme, culturel, social, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui doit être hégémonique, on peut s'accorder sur le caractère indissociable de l'un et de l'autre. L'anthropologie est à la fois culturelle, elle est aussi sociale. Elle est sociale par les représentations que nous faisons, elle est culturelle par les productions. Ainsi, au-delà des dimensions anthropologiques, c'est en quelque sorte naturellement aussi que l'éthique peut être invitée à une réflexion sur la culture et l'art, puisque l'éthique est aussi un fait social et un fait culturel. Alors pour ce faire, la réflexion éthique doit s'appuyer sur l'organe suprême de l'hominisation, c'est-à-dire sur le cerveau humain. Non pas que cet appui soit réductionniste ou soit le signe d'une conviction métaphysique. Il ne s'agit en aucun cas de confondre le cerveau avec la pensée, le langage, les émotions. Il s'agit seulement de prendre acte que le cerveau humain est un médiateur obligé entre le sujet et le monde, et entre le sujet et son monde intérieur. Alors, la culture, elle désigne globalement moins un empilement des connaissances dans ce cerveau que leur affinement, dès lors que cultiver implique un ordonnancement de la nature qui, de forêt sauvage, devient jardin. Elle reflète des interactions entre la personne et la société, dont les membres réunis sont à la fois héritiers, continuateurs et producteurs d'une culture dont la dimension sociale est telle que le terme de culture se confond avec celui de civilisation. Ces deux termes se confondent comme l'épanouissement de la vie proprement humaine, concernant non seulement le développement matériel nécessaire et suffisant pour nous permettre de mener une droite vie ici-bas, mais aussi et avant tout le développement moral, le développement des activités spéculatives et des activités pratiques qui méritent d'être appelées en propre un développement humain. J'emprunte ici cette citation à Jacques Maritain. Alors sur le plan social, ou plutôt sociétal, l'art est une production de la culture et qui, à ce titre, engage l'épanouissement et le développement humain. La culture comme l'art sont ainsi liés à la sociabilité. Parler de partage, c'est revenir aux sources de l'humanité. L'homme est par nature, disait Aristote, par nature sociable. Or, définir l'être humain comme sociable n'est pas qu'un attribut descriptif. Cela va très loin. La sociabilité est perçue comme un sentiment
d'appartenance ou d'inclusion qui, depuis la nuit des temps, opère en vérité comme un dispositif de sécurité à l'égard de l'être humain. Il a été montré sur un plan expérimental en neurosciences que les situations d'exclusion sociale, toutes simples, par exemple, sur un jeu d'ordinateur, sans être prévenu, ne plus recevoir le ballon, alors que nous sommes 4 à jouer, 3 sur l'ordinateur et nous, et que tout à coup, nous ne recevons plus le ballon. Eh bien, si, en même temps, nous avons la tête dans une IRM fonctionnelle, c'est assez facile d'avoir la tête dans une IRM et jouer au ballon, n'en déplaise à Mbappé, eh bien, nous constatons que quand le ballon ne nous arrive plus, s'allument dans le cerveau les mêmes zones que celles qui sont activées par les douleurs physiques. On en a marre, même dans les discussions actuelles, de cette séparation des souffrances morales et physiques. Et que n'entend-on pas actuellement dans la commission parlementaire qui élabore ce texte? Moral, psychologique, physique, mais non, l'être humain est un, il est être de chair, il souffre, et quand il souffre totalement. C'est ce qu'avait dit déjà Madame Sander, la créatrice des soins palliatifs, qu'on ne peut pas noyer dans des soins d'accompagnement, car ils sont à la fois cela, bien plus que cela. Alors oui, l'être humain qui se sent exclu ressent une douleur. Social pain, disent les auteurs anglo-saxons. Si l'on se rappelle que la douleur physique est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à quoi? Eh bien, à la perception d'un danger. Nous avons mal, perception d'un danger réel, peut-être imaginaire, potentiel, qu'importe. Mais une sensation d'insécurité. Eh bien, de la même manière, depuis la nuit des temps, c'est dans la vie sociale que l'être humain a trouvé sa sécurité. Voilà pourquoi l'exclusion sociale est un dispositif cruel dans la mesure où il réactive ce sentiment d'insécurité, de mise en danger d'un être qui tout à coup se pense seul, abandonné. Tout ce qui, chez l'être humain, accroît le sentiment d'inclusion et d'appartenance, accroît le sentiment de sécurité, donc de bien-être. Et tout ce qui altère le sentiment d'inclusion accroît la détresse, donc le mal-être. À ce titre, donc là, la culture, et tout particulièrement l'art, en renforçant le sentiment d'appartenance, accroissent le sentiment de sécurité et de bien-être. On voit donc bien que le droit à la culture et le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, reconnu par les articles 26 et 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reçoit en quelque sorte une légitimation éthique. Lier la culture et en son sein l'art à la santé revient ainsi à constater qu'il contribue au perfectionnement et au développement humain, donc au bien-être, qui est coextensif à la santé et qu'à ce titre, il est un bien commun de l'humanité dans le sens précis d'un bien auquel tous doivent pouvoir accéder. Le bien commun de l'humanité, c'est ce bien au-dessous duquel nous franchissons un seuil anthropologique de déshumanisation. C'est un bien dont nul être humain ne peut être exclu. Mais s'il est un devoir de l'organisation sociale du pays, dans le cadre d'une justice distributive, de permettre à chacun d'accéder à l'art, sitôt que l'art est nécessaire à son bien-être, une attention particulière doit être accordée aux citoyens vulnérables, malades, âgés, dont les besoins et les désirs peuvent s'émousser ou peuvent ne pas s'exprimer
de manière explicite. Mais n'anticipons pas sur la troisième question. Alors, pour essayer à mon tour de participer à l'exégèse de cette question de Cynthia Fleury et de tenter d'y répondre, j'ai envie de faire appel d'abord à Edgar Morin qui nous disait il y a maintenant plus de 40 ans qu'il appelait de ses voeux une vision anthropologique. Il nous disait il est temps de recréer des politiques de l'homme, ce qui devrait être, si ce n'est un pléonasme, au moins une redondance des politiques de l'homme. Et j'aurais envie d'ajouter, en appelant de mes voeux, une politique à hauteur d'homme. Nous avons bien besoin à l'heure actuelle de politique à hauteur d'homme. Nous sommes dans la situation où nous avons, me semble-t-il, besoin de retrouver un humanisme radical. Un humanisme radical qui nous permette de sortir quelque peu des logiques de rivalité autour de l'avoir. Autour de l'avoir, qu'il s'agisse de richesse, de pouvoir, d'argent bien sûr, de savoir, de temps, le temps considéré comme un capital, avec ce que René Girard nous appelait cette folie qui peut nous animer collectivement ou individuellement du désir mimétique, cette violence du désir mimétique. Nous souhaitons tous, nous désirons tous les mêmes choses, la même place, le même pouvoir, le même argent, et ceci peut effectivement nous faire oublier l'essentiel de l'humanité. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'abondance ne change rien, puisque nous avons, en même temps que l'abondance croît, de plus en plus besoin de davantage d'avoir. Nous avons besoin d'une vision culturelle à la fois symbolique et imaginaire qui propose un lien social qui soit construit sur la qualité des relations entre les hommes et pas seulement sur la quantité d'objets, de marchandises ou de pouvoirs qu'ils sont capables d'acquérir. Qu'est-ce qui mieux que l'art et ses émotions partagées peut nous ramener à ce principe d'humanité? D'autant que ce moment de rupture qui est imposé à la personne blessée peut la ramener à une question essentielle à laquelle l'art peut l'aider à répondre. Que fais-je non pas dans ma vie, mais que fais-je de ma vie? Nous avons tous connu à des échelles diverses ces moments de blessures psychiques, physiques, qui peuvent nous ramener à cette question essentielle. L'occasion de se rendre compte que ce que l'on nous présente comme étant l'alpha et l'oméga des politiques, c'est-à-dire le pari d'un homo economicus qui serait rationnel, ce pari-là est complètement irrationnel. C'est l'occasion de redécouvrir les enjeux spirituels et émotionnels de la condition humaine. Et l'art, encore une fois, peut être absolument déterminant pour nous ramener à ce qui fonde notre humanité commune. Plus prosaïquement encore, quelqu'un comme Amartya Sen, ancien prix Nobel d'économie, qui avait inventé, il y a de ça fort longtemps, c'est d'ailleurs un président de la République française qui l'avait invité à nous en parler, à y réfléchir, qui avait inventé l'IDH, l'indice de développement humain, qu'il proposait de substituer à notre pauvre PIB, qui, quand on veut bien l'analyser, a une fonction délirante, puisque, comme vous le savez, chaque fois que le SAMU sort pour ramasser des gens qui ont été victimes d'un accident de la route, notre PIB augmente par la même occasion.
Eh bien, ce PIB versus IDH, nous disait Amartya Sen, pourrait finalement prendre en compte le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie, l'accès de tous à l'école, le taux d'analphabétisme, l'accès de tous à la culture et le nombre de médecins par habitant. Voilà ce qui était une bonne idée. Et pour ce qui me concerne, je fais mien l'ensemble de ces éléments allant de l'accès de tous à la culture au nombre de médecins par habitant. La troisième citation qu'on voulait employer et vous proposer, c'est la création de Paul Ricoeur. Citation de Paul Ricoeur, pardon. L'art peut apporter au malade un autre soin, un soin du regard, du toucher, de l'ouïe, de l'esprit, de l'âme, qui lui donne une chance supplémentaire de se reconstruire au plan de ce qu'il considère comme étant une vie bonne, au sens d'une vie accomplie. À cet endroit-là, c'est comment ces projets de coopération peuvent modifier les regards. Et il me semble aussi une question qui pourrait peut-être être retravaillée dans la journée, mais sur la question du pouvoir d'agir aussi des patients comme citoyens. Alors, je vous passe la parole. Pouvoir d'agir. Alors, partons peut-être de la source. Et dans cette source, il convient, me semble-t-il, de s'interroger sur les besoins, les désirs et les attentes de tout être humain. En quoi ces mots interrogent ou non la réflexion éthique? Le besoin peut se définir comme une situation de manque, mais aussi l'état d'un être par rapport aux moyens indispensables à son existence, à sa conservation, à son développement. On a pu parler aussi du besoin comme ce qui manque pour compléter son être. Certains besoins sont en quelque sorte universels ou sont communs à toutes et à tous. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de respirer un air suffisamment oxygéné pour vivre. On s'orienterait alors vers une définition qui considérerait le besoin comme ce qui est nécessaire pour vivre. Mais l'être humain ne peut être réduit à sa dimension biologique. Évoquons la pandémie, monsieur le directeur. Sa dimension biologique doit être intégrée dans un être bio-psycho-social. Le besoin serait alors ce qui est nécessaire au bien-être de chacun. Et vous voyez que nous changeons de perspective. La relation de soins, telle qu'elle avait été mobilisée par Virginia Anderson, que les infirmières et infirmiers de mon équipe m'ont contraint d'apprendre et même m'ont enseigné avec vigueur, avait conduit à dénombrer 14 besoins fondamentaux. C'était déjà un peu plus riche que manger, etc. Alors il y a respirer, boire et manger, éliminer, se mouvoir, conserver une bonne posture. Bon, je ne vais pas vous les citer tous, mais enfin, quand on continue, on arrive à communiquer avec ses semblables, agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, conserver l'estime de soi, se recréer. Ah, c'est pas mal ça, se divertir, apprendre. Alors en 1943, Maslow avait organisé ses besoins de manière hiérarchique et pyramidale, avec de haut en bas 5 groupes. En bas, les besoins biologiques, puis les besoins de sécurité, puis les besoins d'amour, d'affection ou d'appartenance, puis les besoins d'estime de soi, et enfin, les besoins de réalisation, d'accomplissement de soi. Les besoins culturels étaient à ce niveau. Alors, nous avons été contaminés par Maslow, parce que nous avons cru à la hiérarchie de ces besoins, et donc nous avons considéré comme prioritaire, effectivement, la dimension biologique de l'être humain. D'abord, les nourrir. Et évidemment, s'ils ne se nourrissaient pas, nos vieux dans les EHPAD,
Ah, ben, il fallait faire un amélioré. Ah ben non, c'est qu'ils avaient besoin de la visite de leur fille, figurez-vous. Parce qu'on avait interdit la visite des filles. Les vieux ont été les seuls à être interdits de visite. Voilà, voilà comment le besoin peut être transfiguré. Ainsi, l'accès à la culture peut être un besoin, même quand des besoins plus élémentaires ne sont pas satisfaits. La hiérarchie des besoins est une illusion. Voilà pourquoi des personnes atteintes de cancer, avec une altération de l'état général, une anorexie, une envie de rien de biologique, peuvent ressentir le besoin d'écouter de la musique. Il reste cependant que chez les personnes vulnérables, les besoins peuvent s'émousser ou pire encore, exister mais demeurer implicite. Une perte d'appétit, un repli sur soi peuvent témoigner de besoins non exprimés, comme le besoin d'appartenance, de lien social, qui a 1000 physionomies. Le désir peut aussi être l'expression non d'un caprice, mais d'un besoin paré de connotations émotionnelles complexes. La conscience même, la force du désir nous révèle dans cet acte, souligné Schopenhauer, l'affirmation la plus décisive de la volonté de vivre. Désirer, c'est vivre. Et il retrouve ainsi l'argument de Spinoza. Qu'est-ce qui nous donne envie de persévérer dans notre être? Qu'est-ce qui nous donne envie de poursuivre notre route? Pourquoi ce matin nous sommes-nous levés plus tôt et nous sommes-nous mobilisés pour venir ici? Envie de persévérer dans son être, volonté de vivre, l'accès à la culture et à l'art peuvent ainsi être de l'ordre d'un désir ressenti comme un besoin, à condition que l'accompagnement soit ouvert à cet exercice de discernement. Il est si facile de passer à côté. Discerner les attentes du sujet vulnérable, comme les besoins et les désirs explicites ou implicites qui en sont la source, contribuent au bien-être et même sont indispensables. Indispensables pour retrouver quoi? Empowerment, disent les anglo-saxons. Nous ne savons pas bien traduire ce mot. On dit augmenter l'autonomie. Non, dans empowerment, il y a puissance, il y a pouvoir. Si on ne met pas le mot puissance, on ne traduit pas. Puissance d'agir. Car, avait dit Paul Ricoeur, nous nous sentons des êtres de puissance, des êtres capables de parler, capables de dire, capables de se mouvoir, capables d'aller et venir. Et tout ce qui altère cette puissance d'agir fait refluer l'homme vers une souffrance. L'être humain doit toujours quêter le minimum d'agir dans le pâtir. Et ce minimum d'agir, Paul Ricoeur l'appelait d'un mot magnifique qui s'appelle endurer. Pour aider à endurer, c'est-à-dire à être maître de soi-même, un peu plus, davantage encore. L'art est un chemin qui va extraire l'être humain de ses besoins biologiques fondamentaux pour lui permettre de retrouver soit l'estime de soi, soit ce que Ronsard appelait l'autocompassion. L'autocompassion qui est si oubliée dans notre pays, si ignorée, et qui est la possibilité de jeter sur soi un regard favorable, un regard d'attendrissement. L'autocompassion, il faut laisser vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine. Oui, la vie comporte aussi
même si nous ne savons pas bien le repérer encore dans l'accompagnement, cette capacité de l'être humain à pouvoir s'attendrir sur lui-même, car le sentiment d'autocompassion va toujours avec le sentiment de partage, une commune humanité, et avec des vibrations empathiques. Ce n'est pas un repli sur soi. Alors aidons l'être humain par l'art à ne pas se détester, à dépasser la mésestime de soi et enfin, le minimum, à s'aimer un peu. Alors, ce que l'art peut apporter aux malades, et en particulier notre soin, j'ai envie de dire que l'art est à coup sûr, me semble-t-il, une grande consolation de la vie, donc une façon d'apporter du soin et de prendre soin. L'accès à l'art pour tous est quand même un des échecs de nos politiques publiques, et ceci n'est pas l'once de l'esquisse, de l'ébauche, d'une critique à l'égard de ceux qui sont chargés de ces politiques. Si j'avais été capable de permettre l'accès aux soins et à la prévention pour tous, j'en serais très fier. Donc c'est dans tous les domaines. Et je crois que précisément, c'est peut-être au moment où une personne est en difficulté, voire en grande difficulté, parce que ce sont peut-être les derniers jours de sa vie, qu'on peut trouver une occasion de compenser cette situation et de faire en sorte que tous, ou presque tous, les plus vulnérables, puissent accéder à l'art et accéder à la culture. D'autant que la personne vulnérable a vraisemblablement plus besoin que d'autres qu'on s'intéresse à elle. Et que peut-être c'est une occasion exceptionnelle, il n'y en aura peut-être pas tant que ça, d'ici la fin de sa vie, que la fêlure créatrice de l'artiste retrouve la fêlure de la personne momentanément ou définitivement blessée dans un moment d'émotion partagée. La personne vulnérable que nous sommes tous. Ce thème de personne vulnérable, qui est en train de prendre un peu l'ascendant sur d'autres termes, pour une fois me semble une innovation intéressante, parce que j'ai trop connu dans ma vie de changements sémantiques qui créent l'illusion de changements plus profonds pour trouver, par définition intéressante, toute nouvelle sémantique. Mais là, en l'espèce, je crois que nous avons une pépite. L'étymologie, ulnus, la blessure. Nous sommes tous des gens vulnérables, puisque nous sommes tous des gens blessés ou potentiellement blessés. Nous sommes donc tous des gens vulnérables. C'est donc, me semble-t-il, et pour en revenir à la question précédente, cette notion de la vulnérabilité, cette certitude de la vulnérabilité qui est la nôtre et celle des autres, qui peut faire humanité, qui va nous ramener à cette humaine condition que nous portons tous, comme disait Montaigne. Et je ne suis pas venu pour vous délivrer un secret sur ce que va être mon vote de dimanche prochain, mais je veux simplement vous dire que j'ai décidé il y a quelques années de ne plus confier ma ville, mon département, mon pays, qu'à des gens qui sont conscients de leur propre vulnérabilité et de la vulnérabilité que nous portons tous et qui, dans l'ensemble de leur politique, témoignent de cette conscience aiguë de notre vulnérabilité commune. Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, parle beaucoup de ce besoin d'altérité que l'art, par définition, nous donne. Et j'aime beaucoup cette première idée de surprise que crée l'art. L'art doit créer de la surprise et donc un appétit pour l'altérité.
Paul Ricoeur nous explique que l'altérité, elle est à l'extérieur, mais elle est d'abord en nous. Nous sommes plusieurs. Nous croyons être l'homme de 68 ans, pour ce qui me concerne, mais nous ne sommes pas cela. Nous sommes un enfant de 5 ans, que nous portons toujours. Nous sommes un adolescent de 15 ans. Nous sommes un père, nous sommes un grand-père, nous sommes un futur vieillard. Nous avons tous plusieurs altérités qui nous habitent, et je crois que c'est une bonne façon d'être capable aussi d'accueillir l'art. La culture peut nous aider à mieux soigner en nous permettant, je reprends le terme de Walter Esbin, en nous permettant de comprendre la beauté du soin et de penser à la beauté du soin, sans pour autant négliger ces éléments les moins gratifiants qui existent aussi. On n'est pas en train de rêver d'un monde réel, d'un monde idéal, qui ferait abstraction du monde réel. Mais Walter Esbin nous explique que la beauté et l'esthétique sont une condition de la qualité et de l'efficacité. Comme un des hommes qui m'a beaucoup fait rêver et qui vient de mourir, qui s'appelait André Boniface, disait que l'esthétique du joueur de rugby n'était pas antinomique de l'efficacité, mais nourrissait son efficacité. La beauté du geste juste, la beauté de la parole juste, la beauté du silence juste. Il y a parfois des professionnels qui parlent trop, peut-être pour essayer de se rassurer eux-mêmes. La beauté du sourire juste. J'y vois une filiation avec finalement ces compagnons du Tour de France et la belle ouvrage qu'ils étaient chargés de réaliser. Cette belle filiation entre l'esthétique et l'éthique. Et j'ai envie, pour terminer, de penser à ces deux ordres de la beauté inventés par les Grecs, qui en matière de beauté nous ont à peu près tout expliqué. Inventés par les Grecs et reprises bien sûr par Nietzsche sur les deux pôles de l'esthétique et de la beauté. L'ordre apollinien, la mesure, l'absence du bris, disaient les Grecs, l'équilibre, l'harmonie, la rationalité, la sérénité, les temples de l'Acropole et les statues du Parthénon. Mais au moins autant, l'ordre dionysiaque, celui de l'ivresse, celui du rêve, celui du désordre, celui de la démesure, celui de la poésie, celui du dépassement de la banalité quotidienne. Et nous avons tous besoin, notamment lorsque nous ne sommes plus très en forme, de ces deux pôles-là. Et puis c'est l'occasion, vous l'avez dit, que la personne retrouve aussi un pouvoir d'ivresse et un pouvoir d'ordre et de mesure en même temps, c'est-à-dire ce pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir sans en faire une idéologie. Parce que j'ai toujours peur que dans ce pouvoir d'agir, de retrouver son autonomie, il y ait encore quelques traces de la fascination pour l'autonomie et peut-être même pour le virilisme. De temps en temps, je me dis, qu'est-ce que j'aime quand je ne suis plus autonome, mais que je dépends des autres. Ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de la dépendance physique ni psychique, mais ces moments où on dépend des autres sont aussi des moments miraculeux. Donc ne faisons pas non plus de ce pouvoir d'agir, de la compétition, du pouvoir sur soi-même, et pourquoi pas sur les autres, l'alpha et l'oméga de nos politiques. Alors en conclusion, je voudrais simplement remercier tous les artistes qui nous aident à continuer à rêver. Et j'ai envie en tout cas de dire à ceux qui pensent que c'est impossible et qui par définition ne sont pas dans cette salle, passent leur chemin et ne viennent pas enquiquiner ceux qui essaient de rêver collectivement. Et puis, pour finir, Victor Hugo, comme Victor Hugo du William Shakespeare, c'est par le réel qu'on vit, c'est par l'idéal qu'on existe.
Or, peut-on vraiment se rendre compte de cette différence? Et moi, pour des raisons inavouables que je ne vous avouerai pas, qui continue à penser qu'il y a une différence entre les hommes et les animaux. Les animaux vivent, les hommes existent. C'est cette poésie qui sécrète l'idéal dont parlait Victor Hugo. On a quelques minutes pour vous faire réagir, interagir. Donc, s'il y a quelques questions dans la salle. Qui va se lancer? Si vous pouvez rapidement vous présenter, ce serait super. Bonjour, Nicole Depagna, je suis artiste plasticienne et art-thérapeute. Ma question est sans doute polémique, mais je jette un pavé dans la mare. On a parlé tout à l'heure de la présence du soignant auprès de la personne en souffrance. Pour être très souvent présente en milieu de soins, je me rends compte que très souvent, le soignant n'a absolument pas le temps d'être présent auprès du soignant, qu'il essaye de faire son travail aussi bien que possible, mais je ne vois vraiment pas comment cette présence peut être mise en place dans l'état actuel du fonctionnement des établissements de soins. Que pouvez-vous répondre à cela? Merci. Je propose, si vous en êtes d'accord, de prendre 2-3 questions et après de vous redonner le micro. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors j'entends celle-là est essentielle, alors on va peut-être directement y aller. Je crains de ne devoir m'y coller. Mais sous couvert de Samuel et d'Anne-Sophie, qui eux continuent à être aux commandes. Simplement pour vous dire que je suis sûr que vous avez raison, mais il n'y a pas que ça non plus. Je suis sûr que vous avez raison. L'hôpital est en difficulté. Les lieux de soins sont en difficulté. Les lieux qui accompagnent la dépendance sont en difficulté. Parce qu'il manque de bras, il manque de mains, indéniablement. Ceci serait beaucoup trop long, mais demande que nous fassions chacun l'analyse du pourquoi de ces difficultés. Elles ont des raisons sociologiques, elles ont des raisons à trouver à l'intérieur des corporations de professionnels eux-mêmes qui ont souhaité des politiques malthusiennes pendant des années. Là, je fais référence au numerus clausus et autres joyeusetés. Donc ces causes sont multifactorielles. Il n'y a pas des ennemis extérieurs, étrangers. Je ne sais pas du tout ce que vous avez dit, mais je veux dire qu'il n'y a pas des ennemis extérieurs, étrangers, d'autres qui seraient indemnes de toute responsabilité. Il y a des raisons économiques et financières. Et en même temps, vous êtes là, tous, en train de témoigner que des actions sont tout à fait possibles, même dans le contexte actuel. C'est plutôt rassurant, sans oublier, encore une fois, notre pouvoir d'indignation, voire de rébellion pour ceux qui le souhaitent, contre la situation que vous évoquez. C'est aussi rassurant que de voir, quel que soit le contexte, qu'il y a des gens capables de se mobiliser pour faire tout ce que vous faites au quotidien. Aïcha, la chirurgienne gynécologue, quand elle endort une femme en chantant, je pense que ça ne coûte pas plus cher, ça ne demande pas plus de temps. Et puis elle a eu cette idée géniale et puis ce talent de le faire. Voilà, moi je crois qu'il faut à la fois tenir les deux bouts du raisonnement, mais je serai le dernier à vous dire qu'il n'y a pas de problème dans les établissements que vous avez évoqués à l'heure actuelle. Je pense qu'en effet, ce sera aussi des sujets qui seront beaucoup abordés en atelier cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, je suis Nolwenn Tournou, je suis coordinatrice de la Maison des Arts et des Arts Thérapeutes d'Aquitaine et je suis art thérapeute également. Vous avez parlé de l'importance de l'art dans le soin. Du coup, je voulais savoir aujourd'hui quelle est la place de l'art dans les enseignements des médecins, des formations paramédicales et des métiers médicaux, justement. Voilà, alors je pense d'abord que nous avons trop souvent de l'enseignement une vision top-down. C'est-à-dire, il faut ouvrir la bouche et prendre ce qui tombe du ciel. Or, enseigner, former, c'est aussi responsabiliser, c'est aussi ouvrir l'esprit. Dans mon expérience d'enseignant et de doyen d'une faculté mixte, j'ai pu effectivement constater que nous n'en finirons jamais. Il ne faudrait pas 6 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, on parle parce que c'est plus à la mode, il n'y a pas d'enseignement de soins palliatifs, mais demain, ce sera, il n'y a pas d'enseignement de la rhumatologie. Après, il n'y a pas assez de renseignements sur le rhume des foins. Et il n'y a pas assez. Alors, ceci, si vous voulez, doit conduire à un certain nombre de réflexions. La première, c'est que dans les structures d'enseignement, il y a des initiatives qui ne sont pas des initiatives écrites. Il y a une autonomie pédagogique, heureusement, en France, des facultés de médecine, comme de toute l'université, heureusement. Donc il y a un programme officiel et autour. Alors, puis-je dire par exemple que à la faculté de médecine, parce que nous avons la chance à Poitiers d'avoir un biochimiste qui est en même temps un musicien, un peintre international, qui évidemment s'éloignait de la biochimie, d'avoir mis sur place un module optionnel d'art et médecine. Voilà l'exemple. Et art et médecine, aujourd'hui, ce même homme, cette même personne a créé une formation d'art-thérapie qui n'existait pas. Voilà. Je crois que il faut se méfier des programmes généraux qui se comptent comme ça aussi en heures. Parce que dans un enseignement de médecine, la place de l'éthique, elle est encore très faible. Donc, si on met 4 heures, si on met 5 heures, si on compte comme ça, je pense que, voilà, c'est insuffisant, c'est dérisoire. Et puis, en plus, c'est vrai que former des professionnels de santé, c'est les inciter à s'ouvrir à tout ce qui est humain, compter aussi sur leur curiosité personnelle. Oui, voilà. Je me suis personnellement laissé entraîner par le chef de l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine. Avant, c'était philharmonique, mais petite capitale de région. Maintenant, c'est 2 chambres seulement, quoi. Nous sommes devenus une chambre, quoi. Bon. Mais enfin, ça n'enlève rien au talent de Jean-François Heisser, quoi, hein. Et puis, nous sommes descendus ensemble au Festival Ravel à Saint-Jean-de-Luz pour parler de musique et émotion. Lui au piano et moi évidemment avec ce que je sais seulement faire très mal, c'est parler, quoi. Alors le bonheur, a dit Saint-Exupéry, c'est de prendre conscience de ses limites et de les aimer. C'est parfois plus difficile de les aimer, mais enfin il faut quand même essayer de le faire. Et je veux dire que ces initiatives sont multiples et il faut simplement les quêter, les rechercher. Vous savez, ne pas trop attendre des programmes fixés par les hommes cachés dans des ministères.
ils sont utiles pour faire marcher le pays globalement. Mais quel ennui, sinon, si on ne pouvait pas s'exprimer comme citoyens. Nous avons le droit de penser. Et donc, effectivement, la question que vous posez me paraît adéquate, mais il est à chacun de retourner ses manches. Qu'importe les instructions qui viennent du haut, qu'est-ce que moi je fais comme citoyen qui pense ? Qu'est-ce que je fais pour promouvoir l'art ? Qu'est-ce que je fais pour... Voilà, à la place où on est, modestement, parce que, vous savez, les places exécutives sont des places transitoires, hein, et la culture, d'abord celle de l'effacement, nous le savons bien. Et l'effacement est finalement une douceur, puisqu'elle permet de jeter un regard plus apaisé sur les choses. Tout à l'heure, en évoquant les besoins auprès des malades, il me venait deux souvenirs. Le premier, c'est et les bénévoles que nous ne pouvions pas laisser entrer pendant la pandémie dans les EHPAD. Aujourd'hui, ce serait... Bon, voilà. Et il me remet aussi ce deuxième souvenir, parce que nous sommes à Angoulême et que ça a surgi comme ça, émotionnellement. Vous savez, j'évoquais ces souvenirs émotionnels. J'entre une fois dans le service de neurologie et un aide-soignant était assis au pied du lit d'un enfant. C'était l'époque où, dans les services adultes, nous pouvions soigner des enfants. Aujourd'hui, évidemment, ce serait criminel. Mais nous avions des enfants et nous avions des vieux. Et c'était l'intergénérationnel. Après, on aime bien les limites. Vous avez 16 ans, boum, vous partez. Bon, bref. Et puis, j'entre dans le service et il avait une bande dessinée à la main. Et il me voit entrer. Et puis, il se lève, il pose la bande dessinée comme s'il était en faute. Voilà ce qui me paraît, si vous voulez, encore beaucoup plus profond, si vous voulez. Alors bon, je suis allé tout de suite vers lui. En plus, c'était le délégué CGT du CHU. C'était un type enfin que j'ai plein de rêves, quoi, de rêves brouillons parfois. Et alors je m'approche de lui, je lui dis mais c'est formidable ce que vous faites. Alors il me dit ah bon. Ben je dis vous croyez pas que c'est quand même mieux pour je donne le prénom du gamin, que vous lui commentez une bande dessinée plutôt qu'à d'enlever 3 toiles d'araignée qui n'existent pas et dont on n'a rien à faire avec votre épongeage humide. J'ai dit continuez Marc. Ah ça y est, j'ai dit son prénom. Enfin, j'ai dit continuez, restez assis. Voilà, je crois qu'il faut aussi compter sur savoir que nous avons tous dans notre place des outils pour être performatifs, c'est-à-dire pour faire advenir dans le monde des choses qui n'y étaient pas. Et c'est ça notre humble mission créatrice, mais qu'il faut savoir faire chacun à notre place. Merci. C'est une manière d'esquiver aussi. Alors, on a encore 2 petites questions et je vous demanderai si c'est possible une réponse assez courte parce qu'après on va être en retard sur le programme. Je vais prendre les 2 questions en même temps ou remarques. Très rapide, Monsieur Roger-Gilles, quand vous évoquez le pas assez qui a été posé, je ne sais pas si c'est une question, effectivement, je reprendrai un petit peu quelques propos d'Erasme sur trop de savoir, parfois aussi peut tuer le savoir. C'est comment on donne envie. Alors moi, effectivement, j'ai des missions à l'ARS, mais je suis aussi, j'ai été longtemps responsable pédagogique. C'est comment donner, être passeur de mots, passeur aussi pour donner envie à ces futurs professionnels, je dirais dans tous ces métiers transversaux, que ce soit dans le médico-social, dans la santé, de donner envie. Et se donner envie, c'est pouvoir être dans la rencontre, dans l'écoute, dans l'observation. Il y a des outils qui sont très très simples et on n'a pas besoin parfois d'ouvrages. C'est donner surtout à ces futurs professionnels et à ces personnes, ces professionnels qui veulent continuer dans la formation, c'est de redonner des outils pour être dans un continuum qui va permettre d'aller au-delà de ce qu'on pense qui est, comme vous disiez tout à l'heure, messieurs, qui pourrait paraître impossible. Non, ce n'est pas impossible. Effectivement, on a toujours des difficultés, on rencontre parfois des embûches, mais la culture fait partie des outils, je crois. Voilà. Et on va prendre la 2e question, la dernière. Alors Guy Le Charpentier, je suis le co-directeur de Ressentez-vous. Et j'avais une question, un rebond à ce qu'évoquait Michel Lafourcade
quand il parlait de l'indice de développement humain. J'avais plutôt, c'est une question, mais à la fois un défi que je peux vous proposer, celui de peut-être de réfléchir à la question d'indicateurs dont on a besoin pour justifier de la pertinence d'une action. L'indicateur que l'on doit valoriser auprès du financeur. Et le défi, ce serait de trouver peut-être un indice d'épanouissement humain qui ferait sens à la fois pour les financeurs, mais qui dénaturerait pas l'évaluation de l'impact du projet artistique, puisque les projets artistiques sont complexes, pas toujours simples à analyser, et on ne s'y retrouve pas toujours dans les indicateurs classiques. Vous avez 1 minute, bon courage. Une vaste question, un vaste programme, comme disait le général. Que vous dire d'abord? D'abord, j'ai envie de vous dire que ce que nous faisons très mal dans la fonction publique, c'est commencer par utiliser les indicateurs qui existent. Nous sommes les champions du monde pour demander des projets, des programmes, des études, des rapports supplémentaires, alors que tous ceux qui ont précédé ou presque sont venus rejoindre le cimetière des données. Donc, avant même d'en inventer d'autres, j'ai envie de vous dire, et sur ce terrain-là, je suis aussi incompétent que ce que j'évoque, hein. Mais avant même d'en inventer d'autres, demandons-nous ce qui peut exister, et peut-être que vous avez des idées sur ce qui peut exister. Nous sommes aussi très mauvais sur le suivi des politiques. Nous sommes champions du monde en France pour concevoir des politiques. Au niveau cérébral, intellectuel, nos politiques sont tirées à 4 épingles. La plupart du temps, par contre, nous avons un mépris inconscient, mais souverain, à l'égard du monde anglo-saxon, qui développe des théories un peu moins élaborées. Par contre, le suivi, nous sommes des nains de jardin par rapport à la capacité de suivi des politiques des anglo-saxons. Ça marche, ça ne marche pas. Où est-ce qu'on en est? On est un peu en retard, on est un peu en avance. Il faudrait faire comme ça. Et puis après, effectivement, vous donnez la clé de ce qui devrait être l'alpha et l'oméga de la justification des politiques, c'est-à-dire les résultats sur la qualité de vie, sur le nombre d'années supplémentaires avec qualité de vie, les résultats sur l'épanouissement, le bien-être grâce à l'art ou à d'autres dispositifs pour les patients eux-mêmes. Alors, c'est un chantier immense. D'abord, commencer par utiliser ce qui existe et non pas multiplier ces postures dilatoires consistant à faire croire que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour nous donner quelques mois ou quelques années de plus pour ne pas décider. Et ensuite, dans les domaines où on en a besoin, essayer de travailler collectivement sur ce qui seraient vraiment les indicateurs des indicateurs, c'est-à-dire les résultats. Et au final, vous avez trouvé un terme que j'ai envie de reprendre, les résultats sur l'épanouissement des personnes concernées.